suit le JT. Lundi 30 juin 2025, mesdames et messieurs, merci de choisir ITV, la chaîne citoyenne, pour vous informer. C'est parti pour le journal. Commençons cette édition par la politique, conduite par le ministre de la Défense et des Armées, le général Issaka Malou Djamous, accompagné de son collègue de la sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Akabash. Une importante délégation gouvernementale s'est rendue ce samedi 28 juin dans la sous-préfecture de Mouraï, précisément dans le village de Damdoudjoul. L'objectif est de sensibiliser les autorités locales à désarmer les individus qui détiennent de manière illégale les armes. Plus de détails, Oumana Fulbert. Dès leur arrivée sur le sol d'Amdoujoul, les deux membres du gouvernement ont tenu une série de rencontres avec les services de sécurité déployés dans la localité en présence des autorités administratives. Au cours des échanges, la question préoccupante de la prolifération des armes à feu, une problématique qui alimente l'insécurité chronique et perturbe gravement la paix sociale dans cette partie enclavée du territoire. Les ministres ont été fermes. Le désarmement doit être la priorité absolue et tous les acteurs doivent agir de concert pour neutraliser les réseaux de circulation illicite d'armes. Pourquoi ces armes circulent-elles librement entre les mains non autorisées, a lancé le ministre de la Défense, le général Djamous. À cette interrogation, son homologue de la sécurité publique, Ali Ahmad Akabash, a exhorté les services de renseignement à intensifier les investigations et à travailler en étroite collaboration avec les chefs de canton et les forces de défense pour démanteler les bandes armées qui sèment la terreur. Le délégué général du gouvernement, Ismat Isaka, et le chef d'état-major adjoint ont, pour leur part, renforcé le message gouvernemental en appelant les forces de défense et de sécurité à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans l'exercice de leur mission. Face à ces interpellations, les responsables militaires locaux ont salué la visite de cette délégation. Cependant, plusieurs contraintes majeures ont entravé l'efficacité de leur intervention à cause d'un effectif insuffisant et un manque criant des moyens roulants pour les patrouilles en brousse dans une zone particulièrement difficile d'accès. Conscients des défis posés par l'enclavement du Salamat, les deux ministres ont pris bon note des doléances et omis d'apporter dans les plus brefs délais des solutions concrètes pour renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain. La deuxième phase de la visite a été consacrée à un échange direct avec les chefs traditionnels de la zone. Ces derniers ont été appelés à jouer pleinement le rôle de relais et de vigiles communautaires. Les ministres ont insisté. La sécurité est l'affaire de tous. Fournir des informations fiables et en temps réel aux services compétents est aujourd'hui un devoir patriotique. Les échanges francs et constructifs ont permis d'asseoir une dynamique de collaboration renforcée. Les chefs traditionnels ont à leur tour plaidé pour une plus grande implication des autorités administratives et sécuritaires dans l'accompagnement des initiatives locales de prévention de conflits et de lutte contre l'insécurité armée. La paix durable dans le Salamat passe par une synergie active entre autorités déconcentrées, forces de défense et de sécurité et populations locales. Il est temps de faire front commun contre la prolifération des armes et d'ériger la collaboration civilo-militaire en socle de stabilité. Toujours en politique, c'est une scène devenue courante dans nos villes. Les balais s'activent, les camions défilent, le sable a été évacué, les kiosques disparaissent et les chaussées retrouvent soudain leur éclat. Non, il ne s'agit pas d'un réveil spontané en faveur de l'environnement, c'est simplement que le président est attendu. Dès qu'une visite présidentielle est annoncée, nos cités semblent se découvrir une soudaine passion pour la propreté et l'esthétique. Une question s'impose alors. Faut-il toujours attendre un cortège officiel pour que les services municipaux sortent enfin de leur sommeil? Le commentaire de Diana Nepitimbaye.
Prenez une carte du Tchad, zoomez sur N'Djamena. Vous y verrez un curieux phénomène météorologique, une tornade de propriété qui n'apparaît que lors des grandes visites. En temps normal, les agents de la voirie semblent attendre d'un étrange virus, la flemme chronique. Mais dès qu'une autorité suprême s'annonce, c'est la résurrection municipale. Les agents de surface changent de rythme, comme si une plume invisible les propulsait vers l'efficacité. Brosse, balai, brouette, tous les outils de la dignité urbaine sortent de l'hibernation. On rase les étals, on casse les kiosques, on efface tout ce qui rappelle qu'une ville, c'est aussi des gens qui vivent, travaillent, bricolent et s'en sortent comme ils peuvent. Mais attention, cela ne dure qu'un souffle. Une fois les cortèges passés, la ville retombe dans son coma hygiénique. Les trottoirs reprennent leur poussière, les caniveaux retrouvent leurs bouchons naturels et les marchands ambulants reviennent, tentant de reconstruire ce que la fureur du grand ménage d'apparat a détruit. Et pendant ce temps, les discours officiels nous martèlent. Jeunesse tchadienne, entreprenez, innovez. Mais comment? Quand la moindre échoppe peut être balayée d'un revers de bulldozer pour cause de passage présidentiel. Peut-être, au fond, la vraie mission de ces nettoyages éclair est ailleurs. Justifier les lignes budgétaires affectées à la propriété urbaine, dont les retombées concrètes se perdent souvent dans la poussière comptable. Nos villes méritent mieux que des toilettes de façade. La propriété ne devrait pas être un événement ponctuel, mais un état d'esprit collectif et permanent. Au lieu de balayer seulement pour les VIP, si nous faisons de chaque citoyen un acteur quotidien de la beauté de nos espaces communs. Parce qu'au final, la ville appartient à tous et pas uniquement au calendrier protocolaire. Chapitre éducation à présent, le président de l'université de N'Djamena, professeur Mamad Saleh Daoussa Agar, par ailleurs président du comité d'organisation de la tenue des comités consultatifs interafricains, CCI, a fait un point de presse relatif à la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui aura lieu du 7 au 16 juillet 2025, ici même à N'Djamena. Suivez son extrait sélectionné et proposé par Nicolas Bainadi. En prélude au lancement des travaux de la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, qui se tiendra du 7 au 16 juillet 2025 dans notre cher et beau pays, le Tchad. L'université de N'Djamena a estimé qu'il était important de faire une communication pour en informer l'opinion nationale et internationale. La session des CCI du CAMES s'organise annuellement et de manière tournante depuis 1968. En l'abritant cette année, le Tchad le fait avec la troisième fois en 2000, 2013 et 2025. C'est un événement de portée régionale et mobilisera plus de 300 participants issus de 19 pays membres de l'espace CAMES. La 47e session du comité consultatif interafricain se tient cette année en présentiel après celle de juillet 2019 qui était organisée par la République centrafricaine. Pour le but de le rappeler, en raison de la pandémie Covid-19, 5 ans durant, les sessions du CAMES se sont tenues en vidéoconférence. Aussi, ce retour en présentiel constitue-t-il un tournant décisif pour notre organisation commune. Créé en 1968, le CAMES compte à ce jour 19 pays membres et dispose plusieurs programmes statutaires, dont 2 visant à évaluer les carrières des anciens chercheurs et chercheurs, le concours d'agrégation et le comité consultatif interafricain. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette grande messe académique se dérouleront les 7 et les 16 juillet à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger. Quant aux travaux du comité technique et spécialisé et du comité consultatif général, se dérouleront entièrement et respectivement dans les locaux de l'hôtel de l'Amitié et de Solus.
Toujours dans ce même chapitre, les épreuves du deuxième tour du baccalauréat session de juin 2025 se déroulent le 1er juillet prochain. Les candidats affûtent déjà leur stylo pour l'affronter, mais certains enseignants sont mécontents du comportement de certains présidents des centres. Ceux-ci, selon eux, écartent systématiquement les enseignants au détriment de leurs parents qu'ils recrutent comme surveillants, coordonnateurs et superviseurs. Voici à ce sujet le regard de la rédaction d'ITV signé Laldim Narcisse Mbaynadi. Les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2025 affronteront la deuxième série des épreuves écrites le 1er juillet prochain. Selon les responsables de l'Office national des examens et concours du supérieur, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour que les choses se passent dans la règle de l'art, comme la première série des épreuves. Les présidents de centres ont déjà regagné leurs zones respectives. Il faut relever pour le déplorer le comportement peu orthodoxe de certains présidents de centres d'examen. Ces derniers, au lieu de recruter les enseignants des établissements où sont logés les centres, ils préfèrent partir avec leurs parents de la maison pour assurer la surveillance, la coordination et enfin la supervision, d'où l'on enregistre un peu partout la colère des enseignants. Cette année, dans les 2 centres d'examen du lycée de Koundoul, par exemple, les présidents ont écarté les enseignants pour faire appel à leurs parents pour venir surveiller, coordonner et superviser. Cela avait failli dégénérer en bataille rangée. Les enseignants étaient très en colère. Ils ont voulu empêcher le déroulement, mais grâce à la sagesse des uns et des autres qu'on a évité le pire. Les enseignants entendent à travers leurs cellules syndicales saisir l'office des examens et concours du supérieur pour que de telles pratiques qui n'honorent pas les enseignants ne se reproduisent. Il faut rappeler pour rafraîchir la mémoire que l'année dernière, une bagarre allait éclater entre les surveillants recrutés au quartier par le président du centre et les anciens du lycée de Walia qui se sont vus frustrés puisqu'ils ont enseigné pendant 9 mois et ils sont écartés à l'heure de l'évaluation de leurs apprenants. Il a fallu entamer des négociations qui ont débouché sur un compromis pour permettre à ce que ces enseignants frondeurs, sinon boudeurs, surveillent le bachot au sein de cet établissement. Il en est de même pour les lycées de la province du Logone occidental. Là-bas, plusieurs enseignants n'ont pas été retenus ni à la correction ni à la surveillance. Certains très remontés ont promis qu'ils ne tiendront pas les classes de terminale l'année prochaine. Ils ont pointé un doigt accusateur sur les magouilles des présidents de centre avec la complicité des censeurs et autres qui privilégient le clientélisme, le népotisme et le favoritisme. Ils n'ont pas manqué de dénoncer cette injustice dont ils sont victimes. Ils ont une fois de plus interpellé les responsables de l'ONEX à corriger ces écrits. Espérons que ces cris d'alarme de ces enseignants n'aient pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'école de musique de Béré, située dans le département de la Tangilé, centre, a clôturé ce dimanche 29 juin 2025 ses activités éducatives. L'événement s'est tenu à la ferme d'espoir de SCMR de Nergué, Goudjouba, un village situé à plus de 5 km au sud de la dite ville. Labara Nidim pour plus de détails. Après 6 mois d'apprentissage axé sur les différentes notes de musique, niveau 1, les apprenants de l'école de musique, la trompette de Dieu de Béré ont mis un terme à leur formation. Après l'exécution de l'hymne national tchadien par les étudiants, le pasteur de l'été numéro 10 de la ville de Béré, Mbaye Degum Malaché, a accentué son exhortation autour des thèmes « Un instrument de valeur pour Dieu et la valeur de la trompette dans l'Ancien et le Nouveau Testament ». C'est ensuite produite l'équipe du METAT, ministère d'évangélisation, par la trompette au Tchad, avec 4 chansons. Andal Assaël, l'un des formateurs et par ailleurs directeur de cette école de musique, a justifié l'initiative. Les chorales sont devenues des écoles de musique, mais malheureusement, même la plupart des chorales, même les grandes chorales que nous connaissons, nous ne disposons pas des enseignants en musique pour pouvoir enseigner l'aspect scientifique de la musique. Sinon, c'est l'aspect artistique que nous faisons et quelquefois c'est le à peu près. Sinon, nous appelons le plus souvent le faire avec. Nous avons initié cette école, c'est pour enseigner l'aspect scientifique mais aussi artistique, permettant aux jeunes de pouvoir faire la musique normalement comme il le faut. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des attestations aux étudiants par les autorités administratives et ecclésiastiques présentes. Fiers de recevoir leur parchemin, les étudiants de la dite école de musique ont exprimé leur gratitude envers les promoteurs.
les formateurs et toutes les personnes de bonne volonté qui les ont aidés durant cette période de formation. Ils ont également recommandé aux autorités ecclésiastiques et administratives, tant locales que nationales, de continuer à soutenir l'établissement afin de favoriser son progrès. La cérémonie a été clôturée par Didier Gomi, Djimdege Désiré, après les discours du président de la région ecclésiastique numéro 7 de Bénin, d'un des responsables de Diguna Tchad et de celui du Béjet. Au nom du préfet du département de la Tandjéré Centre qu'il représente, ce dernier a déclaré ceci aux étudiants, formateurs ainsi qu'aux promoteurs de cette école de musique. Les connaissances nouvellement acquises ne sont pas à garder, mais à mettre au service de l'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle des retours de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier, et pour servir la nation tout entière en général. Je voudrais m'acquitter d'un autre devoir, celui de vous exhorter à pérenniser cette formation. Cette formation, la deuxième du genre, est une initiative de Diguna Tchad, une ONG chrétienne allemande en partenariat avec le département de la musique à Béry. Et puis en santé, le gombo frais est une plante tropicale aux multiples vertus nutritionnelles, riche en vitamines et appréciée pour sa polyvalence en cuisine. Il constitue un ingrédient de base dans les repas quotidiens de nombreuses familles, notamment en zone tropicale, où il contribue au bien-être et à une alimentation équilibrée. Vunba Kiobe, notre reporter, explore l'importance de cette plante dans la culture alimentaire pour la santé. Le gombo frais regorge de vertus pour la santé. Il est riche en vitamines, fibres et antioxydants. Le gombo peut être consommé cru, en salade, cuit dans les soupes ou en infusion tout en laissant tremper des grains de gombo dans l'eau. Au Tchad, on peut retrouver de nombreuses versions de la sauce gombo, selon les différentes familles qui offrent des bienfaits pour la digestion ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et la lutte contre le vieillissement cellulaire. Le gombo est riche en eau. C'est l'élément le plus abondant dans le gombo. Après l'eau, nous avons les glucides, les fibres, une petite quantité de lipides, mais aussi les vitamines et les minéraux. Et parlant des vitamines, nous avons la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et aussi la vitamine K. Et parlant des bienfaits, déjà par rapport à ces éléments nutritifs qui sont présents dans le gombo, il y a plusieurs bienfaits pour l'organisme, notamment pour un effet positif pour les personnes qui souffrent du diabète. Parce que le gombo, ça permet de réguler la glycémie au niveau de l'organisme, raison pour laquelle on conseille aux personnes diabétiques d'en consommer régulièrement. Nous avons aussi la santé du cœur. La santé du cœur parce que le gombo est riche en antioxydants qui contribuent à détruire les radicaux libres responsable du stress oxydatif. Le gombo est aussi très bien d'ailleurs pour les femmes enceintes, toujours par rapport à ces éléments nutritifs qui sont les folates, le calcium, le fer. Voilà, c'est aussi très conseillé pour les femmes enceintes. Le gombo favorise une régénération des cellules épidermiques, mais aussi le rajeunissement, s'il faut le dire d'une manière générale, de la peau. Selon le nutritionniste Kaneka Demas, la forte teneur en vitamine C du gombo frais favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Par la même occasion, il prodigue quelques conseils aux personnes négligeant le gombo frais. Au-delà d'être un produit local abondant sur le marché ou bien disponible partout, c'est un aliment très très riche, donc il revient de le valoriser. Parce que généralement, quand c'est trop abondant, on ne lui donne pas la valeur, on l'écarte. Mais c'est plutôt, disons, un avantage que tout le monde puisse avoir accès au gombo. Donc c'est important de valoriser sa consommation, surtout à l'état frais. Et s'il faut le rappeler, c'est aussi possible de manger le gombo étant cru. C'est très très bon pour la santé.
Le gombo frais est un aliment polyvalent et nutritif qui peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé et joue un rôle important dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Et puis en sport, à moins de 2 mois de la date limite fixée par la Confédération africaine de football CAF, le Tchad reste dans le flou total concernant ses représentants aux compétitions interclubs pour la saison 2025-2026, alors que la CAF a officiellement publié le calendrier de la prochaine saison avec un démarrage prévu en septembre 2025. Aucune information officielle n'a encore été communiquée par la Fédération tchadienne de football FTFA. Mbaye Dixon Sadok pour plus de détails. L'institution continentale a pourtant accordé une prolongation exceptionnelle du délai d'engagement des clubs repoussant la date butoir du 31 juillet 2025. Une opportunité qui va permettre à plusieurs fédérations de régulariser leur situation. Mais au Tchad, l'absence persistante d'un championnat national structuré depuis plusieurs mois compromet sérieusement les chances de participation des clubs locaux. Quels clubs pour représenter le Tchad? Traditionnellement, les places pour la Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération sont attribuées aux clubs champions et vice-champion du championnat national. Mais en l'absence de compétition officielle, en début de l'année 2023, la légitimité de toute désignation directe pourrait être contestée, surtout dans un contexte où plusieurs clubs se disputent les places avec divers arguments. La CAF, de son côté, a déjà annoncé que les tours préliminaires débuteront le 19 septembre 2025 et les clubs doivent être engagés officiellement avant fin juillet. Si aucune décision claire n'est prise dans les jours à venir, le Tchad pourrait tout simplement être absent des compétitions interclubs CAF cette saison, une situation qui aurait des conséquences sportives, mais aussi financières pour les clubs concernés. Il est donc urgent que la Fédération tchadienne de football association prenne ses responsabilités, organiser un tournoi qualificatif express ou à défaut communiquer de manière transparente sur les critères retenus pour désigner les clubs représentants. Ainsi s'achève cette édition d'information. Ce fut un plaisir de vous servir tout le long de ce mois. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné dans la réalisation de ces journaux. Comme on le dit souvent, derrière chaque travail bien fait se cache une équipe soudée. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur ITV. À bientôt.